Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle, au programme de ce numéro 212, l'épisode préféré de Pierre. On poursuit le débrief de la saison 2025 des catégories du championnat MotoGP et au programme de cette partie, on va dédier cet épisode à Ducati. Vous vous en doutez, pour m'accompagner aujourd'hui, je retrouve Pierre sans qui on n'aurait jamais pu faire un épisode Ducati et Gueno. Comment ça va les garçons? Salut. Toujours champion du monde. Ah bah là, tu vas pouvoir le dire plusieurs fois dans cet épisode, Pierre. Champion du monde. Champion du monde. Désolée pour les gens qui nous écoutent, on comprendrait que vous quittiez l'épisode. On fait un point déjà sur la saison de Ducati. Que dire? Champion Alors, du monde dès que avec tu quoi? dis Ducati ou Marc Marquez, tu es obligé de dire champion du monde après. Ah, ok, ça va être très long, je vais arrêter tout de suite. Donc, que dire sur cette saison de Ducati champion du monde? C'est que le champion du monde de l'année n'est autre que Marc Marquez, suivi par un autre pilote Ducati, Alex Marquez. Ils sont également constructeurs, détiennent le titre constructeur cette année et même le titre équipe. Le rookie de l'année est un pilote Ducati avec Fermin Aldeguer. Le meilleur pilote indépendant est un pilote Ducati avec Alex Marquez. Le meilleur team indépendant, c'est Ducati Gresini. Bref, vous l'aurez compris, Ducati ont tout raflé cette année. J'ai dit beaucoup de fois le mot Ducati en quelques secondes. Et pour faire un point sur les pilotes, on retrouve en première place du classement Marc Marquez avec 545 points, Alex Marquez avec 467 points en deuxième position, cinquième Pecco Bagnaia avec 288 points, sixième Didier avec 262 points, Morbidelli septième avec 231 points et Aldeguer huitième avec 214 points. Donc tous les pilotes se trouvent dans le top 10. Gueno, pour commencer, un avis sur cette équipe qui a eu 17 victoires sur 22 Grands Prix cette année. Toujours champion du monde apparemment. Et Il non a bah bien reçu le mémo. ah ouais non mais j'ai bossé. Non bah saison incroyable, c'est que dire de plus quoi. Ils ont tout raflé, ils ont tout gagné, on commence à avoir l'habitude et ça fait toujours plaisir. Moi je suis toujours aussi content. Moins que Pierre, mais je suis très content quand même. Mais Pierre, si je lui pose la question, il va répondre toujours champion du monde, donc je ne lui Ouais, mais poserai moi pas. aussi apparemment donc. C'est parce que les gens ne voient pas qu'on a quelqu'un qui nous fait du chantage derrière pour qu'on puisse préciser, comme moi avec l'épisode sur Aprilia. Pierre, on va commencer tout de suite avec Marc Marquez pour rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, on fait le tour et on n'en parle plus jamais. 11 victoires, 15 podiums en 18 Grands Prix, 14 victoires en sprint, 30 points en moyenne par Grand Prix, rien que ça. 15 victoires entre Grand Prix et sprint de suite entre Aragon et Catalunya, 8 pôles, 9 tours le plus rapide. Que dire de Marc Marquez, à part que c'est une année sur les toits du monde? J'ai envie de dire qui n'en doutait pas de Marc Marquez. Je crois Personne que c'était ici, vraiment personne. Je crois que c'était Cal Crutchlow quand il avait appris la nouvelle comme quoi Marquez cassait son contrat chez Honda pour partir chez Gresini Ducati. Il avait dit mais faut pas donner une Ducati à Marc. Et je pense que ouais, il le savait. Ducati étant la meilleure moto du plateau et Marc Marquez étant le meilleur pilote de loin ces dernières années, on va dire ça comme ça. Chacun appréciera ces dernières années et placera le curseur où il veut, comme ça on fait pas de problème. Il était injouable, il était au-dessus de la mêlée, il a fait une saison dominatrice telle qu'on l'a rarement vue, à part ses meilleures années en 2019 et 2014 si je me trompe pas. Voilà, Marc Marquez, c'est un pilote qui a quelque chose en plus. Ils sont peu à l'avoir ou à l'avoir eu dans l'histoire du MotoGP. Ça fait passer souvent les autres pour des clowns, alors que ce sont les meilleurs pilotes du monde.
Et et il est facile tout le temps et c'est génial à voir d'un côté parce qu'on a la chance de profiter, de quelque chose d'incroyable, mais c'est aussi pénible à voir parce que ça peut rendre le spectacle un peu monotone, sur certaines courses avec beaucoup de choses qui se répètent, victoire sprint, victoire course, victoire sprint, victoire course et de loin. Donc voilà, il peut y avoir une certaine lassitude. Mais c'est souvent quand ça s'arrête qu'on se rend compte, qu'on a eu cette chance incroyable. Donc bravo à lui d'avoir gagné avec cette moto, qui est pas si simple que ça, on en discutera peut-être. Et puis bah, je pense qu'en 2026, il va remettre le couvert, donc attachez vos ceintures, hein. Ouais, puis, tu parles d'une lassitude, Pierre, c'est, Kevin de la boîte à clapper qui disait, faut, ne pas aimer ce sport pour, dire qu'on s'ennuie en voyant Marc Marquez faire ce qu'il fait. Effectivement, c'est exceptionnel, ce qu'il a fait cette saison, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des moments où on s'est dit: «OK, la course est ennuyante», mais comme, quand c'était Bagnaia, qui, courait devant, comme, quand c'était, d'autres pilotes qui raflaient tout. Là, c'était quand même, assez exceptionnel et puis, j'ai eu un peu l'impression cette année que c'était une nouvelle ère, Marc Marquez, qu'il y avait un renouveau autour du pilote cette saison parce que, au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect pilote, tout le monde un peu, l'a redécouvert à mon sens. Beaucoup se sont mis à l'apprécier, alors que c'était un pilote qui était, bah, détesté par certains, toujours à cause de la guerre, Rossi-Marquez. De toute façon, on a entendu parler que de ça cette saison. Tout ce qui gravitait autour, de Marquez, le clan Marquez, la famille, la relation avec son frère, les célébrations, la cérémonie de fin d'année, de fin de saison où les parents montent sur scène, au moment du podium, enfin du trophée et cetera, ça l'a rendu encore plus empathique que ce qu'on a pu connaître. On l'a vu aussi beaucoup plus se dévoiler. Il y a forcément un côté un peu voyeuriste de la part des gens qui suivent le MotoGP qui apprécient ça, mais ça l'a rendu plus humain. Ça a un peu enlevé ce côté extraterrestre qu'on peut lui connaître et qui est complètement légitime au vu de ses performances et de sa façon de piloter et surdominer le championnat comme il l'a pu le faire. Et surtout, à mon sens, cette année, il a pas failli une seule fois, jusqu'à que quelqu'un vienne le percuter, hem, pour, l'arrêter dans sa lancée. Parce qu'en fait, là, ça a ouvert des portes à Aprilia, à Yamaha, à Honda et cetera. Mais s'il avait fini la saison, il aurait fini à combien de points devant tout le monde? Il serait à beaucoup plus que 30 points, par Grand Prix en moyenne. Enfin, Bien sûr. c'est exceptionnel ce qu'il a fait cette saison. Gueno, j'imagine que tu vas nous paraphraser si je te demande ton avis sur Marc Marquez. Ouais, c'est ça, globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, à titre perso, parce que je sais que la boîte à clapper avait posé la question ou avait dit sur Twitter, je sais plus exactement, que ceux qui trouvaient que c'était sa plus grande saison avaient pas vu 2019 et je suis pas tout à fait d'accord. Alors, je sais pas laquelle est la plus impressionnante sportivement, mais moi j'ai préféré celle de cette année parce que je trouvais qu'il y avait quand même c'est comme tu disais, le renouveau était beau à voir, le fait de retrouver ce qu'on avait perdu, même si il a peut-être un style de pilotage un peu moins spectaculaire qu'il a pu avoir dans le passé, mais de revoir, de le voir revenir et puis c'était très émouvant, les courses qu'il gagnait, on voyait bien que même lui, les savourait toutes et le fait qu'il en gagne beaucoup, enfin qu'il en gagne, que lui et son frère, soient toujours, 1 et 2 au début de saison, il l'a beaucoup, beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très chouette. Et malgré le fait que moi, à titre perso, c'est pas un pilote que j'apprécie plus que ça, mais je l'ai trouvé très, très humble toute la saison. Il a vu beaucoup mis son frère en avant, il a mis beaucoup Marco en avant, il a beaucoup trouvé d'excuses, enfin d'excuses. Il a beaucoup essayé de soutenir Pecco dans les médias et tout ça. J'ai trouvé que il a tout raflé sans donner l'impression de le faire, et j'ai trouvé ça très agréable. Ouais, je pense qu'on est tous les 3 d'accord et que les autres membres du podcast, le seront aussi. Pierre, on va avancer, on va ouvrir un dossier que tu vas pas forcément aimer, j'en suis désolée, avec, Francesco Bagnaia, qui cette année finit 5e du championnat. Il sauve les meubles avec 288 points, vs 468 et 467 les 2 dernières saisons. Seulement 2 victoires, 8 podiums, 1 victoire en sprint et 6 podiums sprint. Alors dit comme ça, on pourrait dire que je donne l'impression que c'est pas beaucoup. Ça reste une performance, ça reste, sportivement impressionnant, mais c'est quand même 7 abandons en course, dont 6 sur les 5 dernières courses et le triplé pole double victoire au Japon en plein milieu. Il a performé qu'au Japon cette année. Hem
Gouino, je te donne la parole en premier. Un ressenti, quel recul on peut prendre sur cette saison de Bagnaia? Oh bah, globalement, c'était en tout cas la deuxième partie était vraiment catastrophique. Après, moi j'ai gardé un peu cet avis toute la saison. Je trouve que pour un pilote qui était très mal à l'aise sur sa moto, quelles qu'en soient les raisons, il s'en sort pas si mal que ça. Enfin, c'est compliqué de dire ça après la fin de saison qu'il a fait, qui est vraiment, vraiment moche, mais il finit cinquième au général avec une moto sur laquelle il a à aucun moment, excepté le Japon, été à l'aise. Je trouve, je peux pas dire qu'ils sauvent les meubles, mais ça aurait pu être bien pire. Si par exemple on prend dans les exemples récents la saison 2023 de Bezeki par exemple, 2024 pardon, où il était pas à l'aise et il finit hors du top 10. Après il y a d'autres exemples là, j'ai pas en tête, mais de pilotes ou même de Binder qui est plus du tout à l'aise sur sa KTM qui descend. Je trouve qu'il a réussi à faire à, à sauver les meubles, ouais, je veux dire. C'est un peu exagéré, mais il a quand même réussi à marquer des points, à gagner des courses, enfin, à pas trop abandonner mentalement, je veux dire. Même s'il y a deux trois courses, on a vu sur la fin qu'il lâchait vraiment. Mais j'ai trouvé que si on doit avoir du positif, je dirais que il s'en sort pas si mal que ça pour quelqu'un qui était très mal à l'aise. Après, dans l'absolu, par rapport à tout ce qu'il a pu nous montrer, c'est extrêmement décevant. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus de toute façon. Est-ce que Pierre est d'accord avec ça? Oh, pas du tout. Pas Pas du tout, du je tout, c'est le m'expliquais. meilleur pilote du paddock, je veux pas du tout Non, en alors, parler. je vais essayer quand même de mettre mon affect de côté. Évidemment que c'est le pilote que j'aime le plus sur le plateau. Il y a quand même 2 choses qui me font tiquer, quand à la fois, Gueno dit et je pense que c'est Thibaut l'a marqué dans le conducteur, qu'il a performé qu'au Japon. Je dirais que c'est faux parce que aux États-Unis, il fait 3 en sprint, il gagne la course longue, donc c'est quand même difficile de faire beaucoup mieux. Alors Marc Marquez a chuté, on est d'accord, mais il était, voilà, il était, dans un rythme, pour gagner la course et à Sepang, il fait, il gagne aussi la sprint. Je crois qu'il fait la pole, j'ai un doute là, mais je crois qu'il fait la pole, il gagne la sprint et il était en lice pour faire P2 et puis il crève. Donc il doit lâcher et puis voilà. Donc il y a quand même 3 week-ends de course sur l'année où, il était à plus de 30 points, sur le week-end. Ça arrive pas forcément à tous les pilotes. Donc juste pour remettre l'église au milieu du village. Sinon c'est sûr qu'au Japon, c'est le seul week-end, je vous rejoins, où effectivement il a semblé en harmonie totale avec sa machine, sur le sentiment qu'il donnait, oui, là je suis d'accord. Après déception j'entends, par rapport à toutes les attentes et les miennes qu'on a en début de saison. On voit Pecco jouer la victoire au championnat ou finir P2 derrière Marc Marquez. Voilà, on ne voit pas finir P5 du championnat. Ça évidemment, c'est une déception. Pour autant, je suis remonté un peu dans les années précédentes Ducati. C'est assez rare que chez Ducati, enfin c'est jamais arrivé déjà qu'on voit des deux pilotes de l'usine Ducati faire P1, P2 au championnat. Voilà, la seule saison Ducati avec on va dire plus de meilleures performances, hein. C'était le Bestia en 2024 quand il finit P3 du championnat et Pecco du coup P2. C'est les seules saisons où il y a 2 pilotes Ducati officiels sur un podium. Ah, sinon, c'est jamais arrivé un pilote P1 et un pilote P5, c'est la meilleure performance du team, grosso modo, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est normal ou pas, mais on a souvent vu Honda faire P1, P2 ou des Yamaha, mais chez Ducati, c'est quand même quelque chose qui n'arrive jamais. Pour autant, j'espère que il aura une moto qui est plus à sa main, en tout cas en 2026, et qui pourra avoir retrouvé ce petit mojo qu'on a vu au Japon ou qu'on a vu les années précédentes, où il est en parfaite harmonie avec sa machine. Et là, potentiellement, il pourra faire quelque chose, mais on l'a vu que c'est pas quelqu'un qui s'adapte facilement quand sa machine n'est pas parfaitement réglée comme il l'aime, on va dire. Oui et Et c'est puis peut-être un problème, hein, à ce niveau-là. Oui, il y a débat, oui. ouais, c'est potentiellement un problème et puis, je pense qu'il a souffert aussi de la rivalité avec Marc Marquez. C'est pas un pilote hargneux comme peuvent être certains et forcément, faut s'adapter à cette situation quand, ton team, est
j'allais dire affolée, c'est pas le bon terme, mais est en extase devant un pilote qui vient d'arriver parce que c'est Marc Marquez, c'est pas n'importe quel pilote, c'est pas comme s'ils avaient recruté Nakagami. Forcément, faut réussir à garder ta place, au milieu de tout ça. Moi, ce qui m'a fait tiquer cette année, c'est que on a beaucoup parlé de mental, en disant qu'il avait pas le mental, que tout était dans la tête et cetera. Alors, je pense que tout est dans la tête et il y a une partie qui est dans la tête, mais concernant le mental et tout, ce qui a pu être dit, de négatif là-dessus, on devient pas, champion du monde, 3 fois, en étant un gentil qui a pas de mental. Quand bien même c'est pas un tueur en dehors, de la piste, on s'en fout un peu tant que sur la piste il montre, ce dont il est capable. Il a jamais eu peur, d'être agressive, comme à Jerez en 2024, contre Marquez ou, Martin, à Sepang. Et c'est pas parce qu'il fait pas une Fabio Quartararo, il va pas aller insulter, Ducati en interview que c'est pas un pilote qui a du mental. Je pense que le mental, ça va un peu plus loin que ça et que ça reste compliqué et quand tu es sportif, il faut réussir à faire face, aux déconvenus comme tu l'as dit, Pierre, à cette moto qui a été extrêmement compliquée. Et du coup, j'ai trouvé ça assez dur, que la seule chose qui ressortait de tout ça, c'était de dire, il a pas le mental et pas, OK, la moto est compliquée. L'année dernière, Marco Bezzecchi, il a eu du mal aussi avec une Ducati. Enfin, c'est pas, parce que c'est la meilleure moto, du paddock que c'est facile, que, tu arrives et que tu la pilotes et que c'est simple. C'est pas aussi évident que ça. C'est pas des motos qui se pilotent toutes seules, comme certains pourraient nous faire croire. Donc, je trouve que c'était assez dur. Après, je pense honnêtement que, il va passer l'hiver chez sa psy parce que, la saison quand tu te prends une saison comme ça, mentalement, tu finis un peu cassé. Mais c'est pas, ton mental de sportif qui en prend un coup, c'est un peu enfin, c'est tout l'ensemble sur lequel il faut travailler, quoi. Je te relance sur le mental. On gagne pas une course à Motegi comme il a fait ou à Sepang comme il était en forme. Si on n'a pas, si on s'est, si c'est quelque chose s'est cassé mentalement, j'ai envie de faire la comparaison avec Martin, tu vois, où on a senti que voilà, il avait plus confiance en sa moto et il était plus nulle part. Mais par contre, c'est vrai que sans doute à un moment donné dans la saison, Pecco, il ressentait dès le vendredi matin, oh, ça y est, là j'ai encore le même problème, je vais pas y arriver. Et peut-être qu'il faisait plus l'effort d'aller au bout sur ce week-end-là, où on l'a vu à la ramasse en Australie, etc. Il essayait peut-être plus. Mais le mental, dès qu'il sentait qu'il avait la moto à sa main, il y allait. Donc pour moi, il reste dans l'âme, il sait ce qu'il vaut quand sa moto marche. Il s'est pas écroulé mentalement. Il sait juste que quand sa moto marche pas, il peut rien faire. Bon bah, il se résigne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il se résigne, mais il n'a pas eu un drop mental comme tu l'as dit. Sur le mental, je dirais surtout que c'est la rengaine qu'on entend tout le temps, en tout cas en France, dès qu'il tombe, on dit toujours c'est le mental parce que les gens lui ont attribué ce truc-là, mais c'est pas plus. Au contraire, moi je suis assez d'accord avec vous. C'est juste que c'est un truc qu'on entend souvent, mais qui a pas vraiment de fondement, qui sort juste c'est une rumeur qui est restée, mais pour moi, c'est pas un pilote qui a des problèmes de mental comme d'autres. Le seul pilote où je peux vraiment dire qu'il y a un problème de mental et on l'a vu à de multiples reprises sur ce plateau, c'est Vignales. Et voilà, parce qu'on l'a vu faire des craquages vraiment avec sa moto, avec ses teams dans toute sa carrière. Mais c'est bien le seul vraiment qui a ce problème-là, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Pierre. On va enchaîner, sur Ducati parce que sinon on va faire un épisode beaucoup plus long que ce qu'on s'était dit. Alex Marquez, vice-champion, 3 victoires, ses premières en MotoGP, 12 podiums, 3 victoires en sprint, 15 podiums sprint, 467 points, soit 21 points par Grand Prix en moyenne. L'an dernier, avec ce nombre de points, il aurait terminé 3e du championnat. 3 abandons seulement en course. Une saison à la hauteur d'un Marquez au final, cette année, Pierre. Ouais, Alex Marquez, impressionnant. Alors, et c'est vraiment pas pour le retirer son mérite, mais il avait la meilleure Ducati du plateau entre ses mains. Et elle se pilote Ça, toute seule. voilà, elle est pilotée depuis les box. Et non, voilà, il a remontré qu'il avait gagné un titre en Moto 3, qu'il avait gagné un titre en Moto 2, que c'était pas grâce à son frère. Enfin, c'était le talent, il l'a. Il fallait juste le bon timing, la bonne moto. Après, je lui souhaite, et il a fait une année extraordinaire, hein. Vraiment, je lui retire rien. Je vais peut-être pas m'attarder dessus, mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. Juste, maintenant, faut qu'il confirme. Voilà, c'est vraiment sa mission, confirmer, refaire la même performance l'an prochain, et pour que s'ouvrir toutes les portes d'un team usine pour 2027. C'est juste ce que je lui souhaite.
Dans les pilotes qui confirment, on a aussi, enfin qui doivent confirmer plutôt, on a eu Aldeguer qui est, le rookie de l'année, 8e du championnat, 14 points, soit 10 points en moyenne par Grand Prix, 1 victoire, 3 podiums en sprint, 4 abandons et 2 fois hors des points. Guino, est-ce que, tu un peu de recul sur la saison d'Aldeguer et même, un mot sur, la saison d'Alex Marquez, si tu as envie de compléter ce que Pierre, a dit? Sur Alex Marquez, j'ai rien ajouté parce que j'ai vraiment le même avec Pierre. J'ai passé la saison à me dire non, mais il va finir par s'écrouler et refaire du même à Alex Marquez. Finalement, non. Et du coup, je finis la saison en me disant ouais, mais il faut quand même qu'il confirme le prochain. Donc j'avoue que j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Pour Aldeguer, par contre, c'est vrai que, bah, comme beaucoup, je pense, sans dire que j'y croyais pas, j'étais pas spécialement enthousiaste. Disons que je me disais que si Ducati l'avait signé si vite, c'est qu'ils avaient vu des choses que moi j'avais pas vues et c'est bien normal. Mais j'étais pas spécialement enthousiaste et son début de saison m'a un peu fait confirmer ce que je pensais. Bon, il s'avère que je me suis trompé. Il a fait une très belle saison. Je trouve qu'il a été à certains moments vraiment solide et il y a des moments où il a été éclatant. Il a vraiment fait des belles fins de course. Je crois que c'est aux USA d'ailleurs il fait une très belle fin de course. Enfin, il y a des moments comme ça où il a vraiment brillé, plus évidemment sa victoire. Donc non, non, très solide et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine maintenant qu'il a cette saison dans les pattes. Ce que cette expérience lui a donné parce que je le voyais pas si fort. Donc au contraire, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire l'an prochain. Bah, je pense que la seule personne ici présente qui, avait un peu d'espoir en lui, c'était Pierre, parce que moi la première, je disais qu'il avait potentiellement, signé trop vite. Alors je retire complètement ce que j'ai dit. Il a effectivement montré qu'il avait sa place et que c'était une bonne décision et qu'ils ont eu le nez fin chez Ducati. Mais Pierre, ça tu l'avais prédit. Alors prédit, je sais pas, c'est ce que j'avais pressenti. Voilà, je jubile, j'ai envie de dire, parce que le nombre de fois où c'est un peu, c'était un débat autour du podcast, parce que le nombre d'épisodes Moto 2 en 2024 où il a été descendu, le pauvre Fermin, 20/20. pas que toi, hein, Ophélie, c'était un peu global, et je disais mais non, vous allez voir. Bah voilà. Donc j'espère pour lui, encore une fois, ça va être encore plus important qu'Alex Marquez qui va faire une saison de confirmation. A priori, il garde le même team, il garde la même moto. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Mais oui, il montre toute l'étendue de son talent, de sa vitesse. Et maintenant, il faut construire sur la durée d'un championnat pour faire mieux que 8e. Bravo, bravo à lui. Chez Ducati, il reste 2 pilotes dont on n'a pas encore parlé. Un qui, nous surprend en étant ponctuellement là et un autre qui nous surprend plus en faisant n'importe quoi. Il s'agit de Diggia et Morbidelli. On va commencer avec Diggia, 6e du championnat, 262 points, soit 12 points par Grand Prix en moyenne, 4 podiums en sprint, 3 abandons, 2 fois hors des sprints. Gueno, est-ce que Diggia est là où tu l'attendais ou est-ce qu'il est très loin? Sachant qu'il est quand même 6e. Je vais être honnête, je savais pas trop quoi attendre de lui parce que il a montré de belles choses à ce moment, mais globalement, ça a toujours été un pilote assez moyen au sens jamais un top pilote, quoi. Pas moyen au sens mauvais. Après, si on prend en compte qu'il a une GP25, finalement, il finit juste derrière Pecco, donc pas si loin du deuxième pilote normal, on va dire, parce que Marquez, ça compte pas vraiment. Donc non, une saison correcte, je dirais. Moi, j'espérais un peu mieux, mais dans l'absolu, si on prend en compte que la moto a l'air un peu plus compliquée que ce qu'il a pu connaître, c'est pas non plus catastrophique. Après, c'est pas le pilote qui me fait allumer la télé, quoi. Et toi, Pierre, il te fait allumer la télé. Non, peut-être pas. Je te rejoins, surtout avec cette livrée, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Fabio Di Giannantonio, c'est le pilote, un des pilotes les plus irréguliers du plateau, parce que voilà, il se qualifie jamais très bien, et il y a des courses où il remonte incroyablement, et il y a des courses où il disparaît au fond de classement. Qui était sur cette année sur une moto très pointue,
difficiles à mettre, bout à bout, qui pouvaient être très performantes, mais qui pouvaient être, très difficiles à emmener et du coup, bah, voilà, ça a donné la saison de Didja et dans une moindre mesure de Peko, on l'a déjà dit, c'est-à-dire, difficile à lire. Il fait une bonne saison au final si on regarde son classement, peut-être pas une bonne saison au regard du fait qu'il avait la 3e auto-usine de la marque, de Bologne, mais voilà, il démérite pas. C'est pas entièrement satisfaisant, c'est pas entièrement, décevant, c'est entre 2. Comme Morbidelli au final. Morbidelli, 7e du championnat, 231 points en 20 grands prix, soit 11,5 points en moyenne par grand prix, 2 podiums en début de saison, 4 abandons, on pa je ne sais pas qui a écrit «On parle du dernier» bien entendu, et on n'a pas le nombre de pénalités qu'il a pris, mais il a dû en prendre le garçon. Alors Morbidelli, c'est pour moi, c'est le moins bon des pilotes Ducati sur l'année, même s'il termine devant à Hülkenberg au classement, parce que voilà, c'est sa 2e saison où il est sur cette moto, donc la GP24, qui est encore une fois l'une des meilleures motos du plateau, si ce n'est la meilleure. Il est dans un team, a priori voilà, qui connaît tout le monde, c'est son team, voilà, c'est la VR46. Donc j'ai pas compris sa performance. Pour moi, il devrait être quasiment au niveau, d'un Alex Marquez, c'est-à-dire devant un Pecco, sur une moto difficile et voilà et en plus de ça, bah, on se souvient des pénalités qu'il a pris parce qu'il faisait n'importe quoi aux essais ou en qualif. On se souvient de sa chute, au départ, la mise en grille, en plus, c'était forcément ça devait l'être, c'était le destin sur Aleix Espargaro. Bref, enfin, c'est incroyable ce qui lui arrive, mais donc pour moi, c'est vraiment le pilote qui m'a plus déçu cette saison au regard des attentes. Finalement, c'est Morbidelli que j'avais beaucoup défendu l'année dernière, mais qui là, fait le minimum syndical alors qu'il aurait pu faire plus. Voilà. Moi je me demande encore, ce qu'il fout là, hein, vraiment. On avait déjà eu cette discussion, quand on a parlé de Valence, mais j'espère pour lui, qu'il performera mieux et qu'il montrera qu'il a vraiment sa place plutôt que d'avoir juste sa place au sein du clan, Rossi qui, lui trouve une place, pour les saisons à venir. Franchement, Patan, non, je vais pas vous paraphraser, j'espérais mieux aussi. Voilà, après, il est plus, j'allais dire, il est plus tout jeune. Enfin, il commence à être dans les plus âgés de la grille. Peut-être qu'aussi, on a plus le Morbidelli qu'on a connu en 2020 et qu'on le retrouvera jamais, quoi. Et que maintenant, faut peut-être tourner la page et le laisser aller en Superbike ou ailleurs, quoi. Euh, Ça va en faire du monde en superbike avec des pilotes de MotoGP Mais dans moi, les j'adore années à le venir. Superbike, alors ça me va très très bien, écoute. Ouais, il va s'en Dis-le. prendre des tatanes avec les pilotes, british en Superbike, hein, s'il fait des conneries comme ça. Ben, ce sera super, ce sera divertissant. Mais tu vois, quand je pense à Morbidelli, je me suis fait une réflexion, cet après-midi, hein, en pensant à Bezzecchi, Aprilia, Morbidelli et cetera, sur le fait que Bezzecchi, on dit qu'il a pris un risque, en partant de chez Ducati. Alors effectivement, c'était la meilleure moto, tout ça. Mais Ducati, ils ont tellement de pilotes qui toquent à la porte, qui ont envie d'être là et que les pilotes qui partent, bah, ils peuvent partir. Ducati, ils s'en fichent entre guillemets. Quand tu un Bagnaia, un Marquez qui est là, et cetera, ils ont que l'embarras du choix des pilotes, quasiment. Heu, mais du coup, pourquoi décider de garder Morbidelli, quoi? Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils arrivent à voir en ce pilote que nous on voit pas. Nous, derrière nos écrans, dans les tribunes, dans les paddocks et cetera. Qu'est-ce qu'on ne voit pas qu'ils voient chez Ducati, à part le fait que là, il est à la VR46, donc c'est des copains, tu vois? Ça reste difficile de te séparer du 7e du championnat du monde. Enfin, finalement, c'est son résultat brut, c'est 7e du championnat du monde. Donc, quelle justification tu gardes un Rins, tu gardes un Rolf Fernandez, je sais pas, tu peux mettre qui tu veux d'autre, euh, mais, mais pas. Et l'année dernière, il était 9e, mais pas le 7e et 9e du championnat du monde l'année précédente. Enfin, c'est bizarre quand même. Même si je comprends tout ce qu'on lui a reproché, hein. Il y a tellement de gens à virer d'abord, j'ai envie de dire. Quelque part, il est devant Quartaro. Enfin, là, je vais me, je me Non, fais mais c'est l'avocat pas du diable, hein. décevant, hein, c'est factuel, hein, dans l'explication. Par contre, je suis sûr qu'en 2027, il y a des David Alonso qui poussent la porte, comme Ducati, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est le Honda ou le Yamaha d'avant, c'est-à-dire tout le monde veut y aller. Et bah voilà, il y a Boulega, on en a déjà parlé, il y a les jeunes Alonso, Olgado, enfin on sait pas, mais
Je serais très étonnée qu'il fasse pas monter Boulega, enfin qu'il fasse pas revenir vu ce qu'il fait en Superbike, au moins pour essayer. On a fait le tour des pilotes Ducati. Juste pour terminer cet épisode, qu'est-ce qu'on peut attendre la saison prochaine de Ducati? Champion du monde? Non, mais ça, est-ce qu'il y a débat, Pierre? Non, mais bah, on l'a déjà dit, saison de confirmation pour Alex Marquez et Fermin Aldeguer et sans doute un nouveau Pecco plus à l'aise avec une machine plus à sa main qui peut aller battre à la régulière un Marc Marquez. Je pense que ce serait l'idéal et un Marc Marquez qui revient en pleine possession de ses moyens, bien entendu, suite à sa blessure. Et Gueno? Ouais, moi, surtout les deux derniers points, un Pecco qui revient au niveau qu'on lui connaît et Marquez qui revient comme il était cette saison, quoi. Après, effectivement, Marquez, ce serait bien enfin, Alex Marquez, ce serait bien qu'il confirme. Et puis, ouais, moi, j'ai vraiment hâte aussi de voir ce que va faire Aldeguer. Je lui souhaite rien parce que déjà, je porte la poisse. Et puis, parce que je sais pas trop quoi attendre de lui. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, ouais. J'espère qu'ils vont réussir à trouver un équilibre entre Bagnaia et Marc Marquez. Et surtout ne pas se laisser dépasser par les autres teams qui eux aussi progressent dans le développement. Mais bon, ça, j'ai peu de crainte sur le fait que ça arrive. Si les concessions. Ouais, mais c'est une bonne chose. Ça redonne de l'enjeu au championnat et même si Ducati est des très bons développeurs, je trouve que c'est une bonne chose de permettre aux autres de progresser aussi. Sinon, tu fais la Ducati Cup, comme certains diraient. Ouais, mais Hem, c'est artificiel. Enfin, c'est pas le débat du jour, oui, oui, non, mais mais ça m'énerve. C'est comme en Superbike, certaines règles de poids léger ou de limite de tour minute. C'est artificiel et quelque part, c'est pour équilibrer, je l'entends, mais ça fausse le championnat de ceux qui travaillent bien. Enfin, du coup, c'est voilà. Bon, ce sera un autre débat qu'on pourra avoir dans l'épisode de pré-saison. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Ducati avant qu'on clôture? Bah, j'espère qu'ils vont faire une meilleure moto l'année prochaine pour leurs pilotes et puis hâte de voir. Finalement, la saison 2026, ça va être bizarre parce qu'on va tous se projeter sur le mercato 2027, sur la moto 2027, que ce soit pour Ducati ou pour les autres, hein. Et finalement, je sens que la saison 2026 elle va être assez étrange. Et c'est ce que disait pendant les essais Forêt et puis j'ai oublié son nom. Ouais, le présentateur Canal, je suis désolé, j'ai un Laurent trou de Rigal. mémoire. Merci, excuse-moi. Ça va sans doute être la plus grande course de la saison, ça va être le mercato. Ça va être le truc qui va finalement presque plus nous captiver que les courses. Potentiellement. Et bah, les garçons, on a fait le tour pour Ducati. Donc c'est tout pour nous pour cette avant-dernière partie du débrief de C'est qui en pôle pour la saison 2025. Vous allez retrouver très vite nos acolytes pour terminer le tour des paddocks pour cette saison. Nous, on va enfin prendre des vraies vacances et ça va nous faire beaucoup de bien. En attendant de nous retrouver frais et en forme pour une prochaine saison, on l'espère, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et venir discuter avec nous de moto sur Facebook, Twitter et même Discord où vous pourrez venir dire à Pierre, champion du monde. Les garçons, merci beaucoup pour votre temps et pour cet épisode et pour les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci, salut à tous. Salut tout le monde!